La brume matinale s'étendait lentement sur les vignobles de Bordeaux, couvrant les longues rangées de ceps d'un voile humide et mystérieux. La voiture d'Élodie Morel gravit l'allée principale de la demeure Montagne, son moteur ronronnant faiblement, tandis qu'elle découvrait pour la première fois le manoir qui allait devenir son nouveau lieu de travail. À 48 ans, elle n'avait jamais travaillé dans une maison aussi vaste, aussi impeccable en apparence, aussi intimidante. Pourtant, il y avait dans l'air quelque chose d'indéfinissable, un froid qui ne venait ni du sol ni du ciel, mais des murs silencieux qui entouraient la propriété. Le portail avait été ouvert sans un mot par le majordome, un homme au visage fermé, au regard fuyant. On lui avait brièvement expliqué ses horaires et ses tâches, sans aucune chaleur, comme si sa présence ne comptait pas vraiment. Tout était réglé, mesuré, orchestré. Élodie, pourtant habituée à garder le silence et à observer, sentait que derrière l'ordre apparent, quelque chose clochait. On ne lui avait même pas présenté les membres de la famille. Elle savait seulement que le maître des lieux, Armand Montagne, était un homme puissant dans le milieu viticole, propriétaire de plusieurs domaines à travers la région, et que sa fille, Claire, vivait encore avec lui dans cette immense bâtisse. Ce matin-là, Élodie entra dans la maison avec ses gants en latex et son chariot de nettoyage. À travers les grandes baies vitrées du salon, la lumière grise filtrait doucement, projetant sur les meubles d'époque des ombres allongées et inquiètes. Chaque recoin brillait de propreté, mais cette propreté semblait presque forcée, comme si elle servait à camoufler autre chose. Les cadres accrochés dans le couloir principal montraient une adolescente blonde, souriante, à cheval, en robe de bal, au bord d'un lac, des moments volés à une vie autrefois joyeuse, Claire Montagne sans aucun doute. Mais dans la maison, il n'y avait pas de rire, pas de voix, pas de traces récentes de cette joie. La cuisinière ne parlait que par monosyllabes, le jardinier gardait les yeux au sol, et les autres employés semblaient glisser dans les couloirs comme des fantômes en service. Ce silence pesant était encore plus présent près de l'escalier principal, celui qui menait à l'étage privé. Une consigne stricte lui avait été donnée: ne jamais monter sans autorisation. Les chambres à l'étage étaient réservées à la famille. On lui avait bien fait comprendre que le maître aimait la discrétion et que toute intrusion serait mal vue. Pourtant, au fil des jours, Élodie ne put s'empêcher de noter l'absence constante de Claire. Elle ne descendait jamais, ne croisait jamais les autres employés, ne mangeait pas à table. Une assiette était parfois remontée dans une cloche argentée, souvent intacte lorsqu'elle redescendait. Personne ne parlait d'elle, comme si elle n'existait plus vraiment. Une absence si présente qu'elle devenait presque tangible. Un mardi matin, alors qu'elle nettoyait les vitres du hall d'entrée, Élodie entendit un léger froissement au-dessus d'elle. Elle leva les yeux et aperçut une silhouette furtive derrière un rideau entrouvert. Ce n'était qu'un éclat blond et une ombre maigre, mais cela suffit à figer Élodie sur place. Ce devait être Claire. Pourtant, au lieu d'un visage curieux ou désinvolte, elle n'aperçut qu'un regard fuyant, presque apeuré, qui disparut aussitôt. Ce bref échange silencieux marqua Élodie. Il y avait dans ce regard quelque chose de brisé, une absence de lumière, une lassitude inhabituelle chez une adolescente. Les jours suivants, Élodie tenta de faire abstraction de cette impression. Mais plus elle avançait dans son travail, plus elle percevait cette étrangeté diffuse. Les portes fermées restaient fermées, les pas feutrés évitaient certaines zones de la maison, et surtout personne ne semblait jamais vouloir parler de Claire. Une jeune fille de 16 ans, autrefois souriante, à présent invisible. Comment une famille pouvait-elle vivre ainsi, dans le déni ou l'indifférence? Armand Montagne, quant à lui, passait rarement ses journées à la maison. Il partait tôt le matin, revenait parfois tard dans la nuit. Quand il croisait un employé, c'était d'un hochement de tête, jamais un mot de trop. Il imposait sans élever la voix. Sa présence suffisait à créer une tension glaciale dans les pièces qu'il traversait. Élodie se demanda quel genre de père il pouvait être, et surtout, ce qu'il tentait d'occulter derrière cette façade parfaite. Ce fut dans la grande salle à manger, alors qu'elle nettoyait les chandeliers, qu'elle vit de nouveau Claire. La jeune fille descendit brièvement les escaliers, tenant la rampe comme si elle soutenait son propre poids. Elle portait un pull trop grand, les cheveux emmêlés, les yeux perdus. Elle traversa la pièce sans un mot, sans un regard pour personne, puis disparut dans un couloir sombre. Élodie resta figée, la brosse à la main, troublée par la lenteur de ses gestes et la profondeur de son silence. Ce n'était pas une adolescente introvertie,
C'était une âme qui s'éteignait à petit feu. Ce jour-là, Élodie sut qu'elle ne pourrait pas se contenter de nettoyer la poussière de cette maison. Quelque chose de bien plus grave se cachait derrière les murs parfaitement polis. Et malgré sa discrétion naturelle, malgré son rôle limité, une certitude grandissait en elle. Il fallait comprendre. Il fallait savoir pourquoi, dans cette maison si luxueuse, le silence régnait comme une malédiction. Elle ne savait pas encore à quel point ce qu'elle allait découvrir changerait tout. Le mercredi suivant, alors que le ciel de Bordeaux s'assombrissait sous des nuages denses et que la pluie menaçait, Élodie Morel entama sa tournée quotidienne dans l'aile est de la demeure Montagne. Le couloir du premier étage, normalement hors de portée, était exceptionnellement accessible ce matin-là. La porte d'escalier n'avait pas été verrouillée. Elle hésita un instant, se rappelant les consignes, puis se résolut à nettoyer discrètement les rebords des fenêtres de l'étage, profitant de l'absence apparente de la famille. Le parquet ancien grinçait doucement sous ses pas mesurés. Elle avança avec prudence, observant les murs ornés de portraits, dont certains représentaient une jeune Claire dans des postures pleines de vie, les bras levés sur une balançoire, le sourire éclatant sous un ciel d'été, ou encore posant fièrement avec un trophée d'équitation. Ces images dégageaient une chaleur presque inconcevable, tant elles contrastaient avec ce que la maison renvoyait aujourd'hui. Au moment où Élodie s'apprêtait à essuyer la dernière vitre du couloir, un mouvement attira son attention. Une porte était entr'ouverte. Elle venait du fond du couloir, là où se trouvait la chambre de Claire. Un souffle d'air léger fit battre la porte contre son encadrement. Elle n'aurait pas dû regarder à l'intérieur, mais quelque chose dans cette ouverture muette semblait être une invitation silencieuse, comme si la pièce voulait enfin livrer un fragment de vérité. Elle s'approcha lentement, tenant son chiffon contre elle, presque comme une protection. À travers l'ouverture, elle aperçut Claire, assise au sol, le dos contre le lit, les jambes repliées. La lumière naturelle était tamisée par des rideaux épais, ne laissant qu'un halo pâle autour de la jeune fille. Elle portait un pull gris délavé, des chaussettes épaisses et tenait entre ses doigts une mèche de ses propres cheveux qu'elle enroulait mécaniquement. Elle ne pleurait pas. Elle ne faisait aucun bruit, mais ce regard frappait Élodie comme une vérité brutale. Il n'y avait ni larmes, ni douleur visible, seulement un vide insondable, un regard tourné vers nulle part, sans accroche, sans colère, sans attente. Claire semblait absente de son propre corps, comme si elle assistait à sa propre vie depuis une distance qu'aucun mot ne pouvait mesurer. Ce n'était pas une adolescente en crise, ni même une jeune fille triste. C'était une présence presque fantomatique, une existence suspendue. Élodie recula immédiatement, refermant doucement la porte pour ne pas attirer l'attention. Ce qu'elle venait de voir ne la quitterait pas. Le visage de Claire n'était pas seulement fatigué. Il était usé, comme si des années de silence et de solitude avaient rongé ses traits, effacé ses expressions. Elle ne ressemblait en rien à l'image éclatante accrochée dans les escaliers. Ce n'était pas la même jeune fille. Ou plutôt, ce l'était, mais vidée de sa lumière. Elle redescendit sans bruit, le cœur lourd. Plus tard dans la journée, alors qu'elle nettoyait les moulures du salon, elle tenta de repenser au premier jour de son arrivée. Aucune explication ne lui avait été donnée sur l'état de Claire. Pas même une allusion. Et pourtant, il était clair pour tout observateur attentif que quelque chose n'allait pas. Et le plus troublant, c'était l'indifférence générale. Comme si cette transformation était un sujet qu'il fallait éviter à tout prix. Comme si accepter que Claire allait mal aurait été une atteinte à la perfection de la famille Montagne. En fin d'après-midi, Élodie décida de passer par la galerie située entre la bibliothèque et la salle de musique. Cette pièce servait de sorte de musée familial. On y trouvait des objets anciens, des photographies encadrées, des souvenirs de voyage, mais surtout une série de clichés de Claire à différents âges. Sur l'un d'eux, elle devait avoir 13 ans. Elle riait à pleines dents, tenant un chien contre elle. Sur un autre, elle sautait sur un trampoline, ses cheveux en l'air, le visage illuminé. Il n'y avait aucun doute possible. Cette Claire-là était vivante, joyeuse, insouciante. Comment un tel éclat avait-il pu s'éteindre aussi totalement, sans qu'on ne le remarque? Ou peut-être l'avait-on remarqué, mais volontairement ignoré. Elle interrogea discrètement la cuisinière, une femme d'âge mûr nommée Brigitte, au regard fatigué mais au ton poli. Elle mentionna simplement que la demoiselle Claire avait toujours été un peu sensible,
puis changea aussitôt de sujet. Lorsqu'Élodie insista, elle reçut un regard d'avertissement. Pas méchant, mais chargé d'un message clair. Il valait mieux ne pas remuer les choses. Le soir venu, Élodie quitta la maison avec un sentiment d'inachevé. Elle avait vu clair. Elle avait vu ce que les autres faisaient semblant de ne pas voir. Ce n'était pas une impression ni une paranoïa, c'était réel. Et plus elle y pensait, plus elle se demandait comment une famille si puissante, si riche, pouvait laisser une adolescente s'éteindre ainsi dans une maison pleine de tableaux, de lustres, de tapis précieux. Le silence autour de Claire n'était pas un oubli. C'était une décision collective. Le lendemain matin, alors qu'elle arrivait plus tôt que d'habitude, elle croisa Armand Montagne dans le hall. Il parlait au téléphone d'une voix posée, donnant des instructions à propos d'un accord commercial avec un domaine en Bourgogne. Il s'arrêta un instant pour la regarder, puis poursuivit sa conversation sans la saluer. Il n'avait pas l'air préoccupé, ni pressé. Il semblait simplement détaché, comme si rien ne pouvait l'atteindre, ni les affaires, ni sa propre fille. Élodie, pourtant, sentait en elle un trouble grandissant. Elle ne voulait pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais Claire, avec son regard perdu et sa silhouette frêle, hantait ses pensées comme une énigme douloureuse. Une voix intérieure lui soufflait que cette situation n'était pas seulement étrange, elle était injuste. Et dans cette maison où tout semblait figé dans une mise en scène de réussite et de grandeur, c'était peut-être à elle, simple femme de ménage, de prêter attention à ce que personne ne voulait plus voir. Parce que le silence, ici, ne protégeait personne. Il étouffait, il détruisait. Et Claire, silencieuse, invisible, en payait le prix chaque jour un peu plus. Le 3e lundi du mois s'annonçait gris et sans relief, avec un crachin tenace qui s'accrochait aux vitres de la demeure Montagne. Élodie Morel franchit les portes comme à son habitude, vêtue de son manteau imperméable noir, le visage déjà marqué par les pensées accumulées depuis sa dernière observation de Claire. Elle ne l'avait plus revue depuis cette scène muette dans la chambre, mais le visage absent de la jeune fille hantait ses pensées avec une précision presque douloureuse. Ce matin-là, elle se sentait plus attentive que jamais, animée par une impression tenace. Quelque chose se tramait dans cette maison, quelque chose que personne ne disait à voix haute. En entrant dans l'arrière-cuisine, Élodie surprit une conversation entre le majordome Gérard et une femme à la voix aiguë qu'elle ne connaissait pas. Ils parlaient à voix basse, et les mots flottaient à travers la porte entrebâillée. Toujours la même chose. Elle refuse de les prendre, et lui, il veut que ça passe inaperçu. Alors on fait comme toujours, il ne faut pas que les autres sachent. La discussion s'interrompit brusquement quand Élodie fit craquer une latte du plancher. En pénétrant dans la pièce, elle ne trouva que Gérard, un torchon à la main, visiblement agacé. Il prétendit qu'il parlait du chien de chasse d'un voisin malade, mais il n'y avait pas de chien à la maison. Et pas de voisin assez proche pour justifier une telle précaution. Cette conversation étrange ne laissa plus de doute à Élodie. Il se passait bien quelque chose en rapport avec Claire, et cela impliquait des médicaments que l'on s'efforçait de cacher. Plus tard, dans la matinée, alors qu'elle nettoyait le bureau situé au rez-de-chaussée, elle remarqua pour la première fois un petit coffre verrouillé dissimulé dans le bas d'une bibliothèque. Elle n'avait jamais osé toucher à ce genre d'objet, mais l'absence de surveillance dans la pièce et la curiosité grandissante la poussèrent à s'approcher. Le coffre était en bois sombre, avec une serrure en laiton. Ce n'était pas un objet de valeur, mais son emplacement, caché, presque dissimulé derrière des livres peu consultés, le rendait suspect. Elle tenta de le bouger légèrement. Il était étonnamment léger. Pas rempli de papier, donc. Peut-être de boîtes. Le bruit qu'il fit en frôlant le sol évoquait celui de flacons ou de tubes. Elle le remit à sa place, tendu. Tout semblait confirmer l'hypothèse qu'on administrait à Claire un traitement tenu secret. Le reste de la journée renforça cette intuition. Chaque lundi, une femme élégante d'une 50aine d'années venait à la maison en voiture banalisée. Elle restait à peine 20 minutes, repartait aussitôt, ne parlait à aucun autre membre du personnel. Élodie n'avait jamais réussi à savoir qui elle était exactement. Ce jour-là, elle décida de la suivre à distance dans le couloir. La femme monta directement à l'étage, fut accueillie par Armand lui-même, puis disparut dans la chambre de Claire. Quand elle ressortit, elle tenait un sac discret, presque vide à l'aller, visiblement plus lourd au retour. Elle traversa le hall sans accorder un regard à personne. Élodie, postée à l'ombre d'un rideau, la suivit du regard, le cœur battant.
À l'heure du déjeuner, Élodie profita de l'absence de la gouvernante pour passer un peu plus de temps que nécessaire dans le petit local attenant à la cuisine. C'est là qu'étaient entreposés certains produits médicaux destinés au personnel, pommades, pansements, antiseptiques. Mais au fond d'un des placards hauts, dissimulé derrière une boîte de désinfectant, elle découvrit une série de flacons rangés dans une trousse en cuir, visiblement laissée par négligence. Les noms sur les étiquettes ne lui disaient rien, mais les posologies, elles, étaient claires. Ce n'étaient pas des produits anodins. Les doses indiquaient une utilisation régulière, parfois quotidienne, parfois alternée, mais toujours en secret. Elle consulta un vieil ami pharmacien par téléphone, prétendant avoir trouvé ces noms par hasard, en nettoyant une trousse dans un logement ancien. Ce qu'il lui expliqua la glaça. Ces médicaments étaient utilisés pour traiter des troubles graves, insomnie persistante, anxiété profonde, état dépressif sévère. L'un d'eux était même réservé à des prescriptions sous contrôle strict. Élodie comprit que Claire n'était pas seulement délaissée émotionnellement, elle était médicalement suivie, ou plutôt contrôlée, sans que personne n'en parle. L'après-midi, en reprenant le nettoyage des couloirs du premier étage, elle remarqua un changement subtil. La chambre de Claire, d'ordinaire fermée, avait laissé entrevoir une ouverture de quelques centimètres. Mais cette fois, ce n'était pas une négligence. Quelqu'un avait laissé la porte entr'ouverte volontairement. À travers la fente, Élodie aperçut une silhouette allongée sur le lit, dos tourné, immobile. Aucun son, aucune musique, aucun livre. Juste une adolescente enfermée dans un espace clos, sous médicaments, isolée du monde et ignorée par son entourage. À l'heure du thé, dans la salle à manger, Armand Montagne faisait son entrée comme un acteur sur scène. Il donnait des ordres, parlait de chiffres, évoquait une nouvelle campagne publicitaire pour sa marque de vin. Il souriait, plaisantait même avec un conseiller présent. À ses yeux, rien ne clochait. Il maîtrisait tout. Et pourtant, sa fille, à l'étage, n'était plus qu'une ombre sous sédation, enfermée dans une chambre devenue prison. Ce contraste rendit Élodie furieuse. Elle sentit une colère froide grandir en elle, une forme de rage contenue qui, pour l'instant, ne trouvait pas d'exutoire. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus faire semblant. Il lui fallait comprendre l'ensemble du tableau. Pourquoi Claire était-elle dans cet état? Pourquoi l'enfermait-on dans un silence médicalisé? Et pourquoi tout cela se faisait-il dans un mutisme aussi absolu, comme si chaque employé avait reçu l'ordre tacite de ne jamais poser de questions? Ce jour-là, Élodie sortit de la maison avec la certitude que quelque chose de grave avait été volontairement dissimulé, et que Claire, malgré les apparences, n'était pas seulement malade. Elle était enfermée dans un système construit pour éviter que la vérité ne remonte à la surface. Un système dans lequel chacun, par crainte ou par loyauté mal placée, jouait son rôle sans jamais briser le cercle du secret. Le vendredi matin s'annonçait glacial, avec un ciel blanc de nuages lourds et une fine couche de givre sur les graviers de l'allée principale. La demeure Montagne semblait encore plus silencieuse que d'ordinaire. Élodie arriva plus tôt que prévu, profitant de l'absence de circulation. Elle pénétra dans la maison avec un poids sur les épaules. La sensation croissante que la vérité sur l'état de Claire était plus complexe et dérangeante qu'elle ne l'avait imaginé. La routine de nettoyage était une façade qui ne suffisait plus à canaliser ses pensées. Elle se sentait comme une observatrice dans une pièce de théâtre cruelle, où chacun des personnages s'efforçait de suivre un script écrit dans l'ombre. Ce matin-là, elle fut chargée exceptionnellement de vider les corbeilles du bureau personnel d'Armand Montagne, une tâche qu'elle n'accomplissait jamais, car ce bureau était d'habitude entretenu uniquement par la gouvernante en chef. Personne n'expliqua pourquoi le changement avait eu lieu, mais Élodie ne posa pas de questions. Elle saisit l'opportunité. Elle entra dans le bureau, vaste, élégant, décoré avec des meubles de bois foncé et des étagères pleines de volumes anciens. Le sol sentait la cire fraîche et les fenêtres étaient parfaitement propres. Sur le bureau, un dossier ouvert révélait des documents liés aux affaires viticoles, mais ce n'était pas ce qui l'intéressait. Elle se dirigea vers la corbeille en osier, située à côté du fauteuil de cuir presque pleine. Du papier froissé, des enveloppes ouvertes, des reçus. Rien de remarquable à première vue. Mais au fond, coincé entre deux feuilles chiffonnées, elle trouva un morceau de papier plus fin, déchiré en diagonale, avec des lignes écrites à la main. L'écriture, fine, penchée et irrégulière,
n'avait rien à voir avec les caractères nets des documents professionnels d'Armand. Elle reconnut immédiatement une écriture adolescente. Elle déplia ce qu'elle put, les mains tremblantes, et tenta de lire ce qui restait visible. « Je n'arrive plus à parler. Je voudrais seulement que quelqu'un m'écoute. Je me sens... » Le reste avait été arraché ou taché d'encre, illisible. Le papier avait manifestement été jeté avec précipitation, comme si quelqu'un avait voulu le faire disparaître sans vraiment s'assurer qu'il soit détruit. Élodie sentit son cœur battre plus vite. Il ne s'agissait plus seulement de suppositions ou de gestes étranges. C'était une preuve concrète que Claire tentait de se faire entendre, qu'elle avait écrit ce message dans un élan de détresse réelle, et quelqu'un, très probablement Armand, avait déchiré ce mot sans remords et l'avait jeté. Elle glissa le fragment dans la poche intérieure de son tablier et reprit son nettoyage avec une lenteur calculée, les pensées en tumulte. Claire avait tenté de parler, de sortir de son silence imposé, et son appel à l'aide avait fini dans une corbeille. Ce n'était plus une histoire de négligence ou d'ignorance. C'était un choix, une volonté délibérée de faire taire ce qui dérangeait. L'effacement de Claire n'était pas passif, il était actif. En fin de matinée, Élodie retourna dans la salle de repos du personnel. Elle attendit que Brigitte, la cuisinière, parte chercher des provisions pour la cuisine. Seule, elle sortit le mot déchiré et l'examina de plus près. L'encre semblait fraîche. Le papier était d'un modèle que l'on retrouvait souvent dans la papeterie privée de la bibliothèque à l'étage. Elle fit immédiatement le lien. Claire écrivait parfois. Elle en avait vu les restes de feuilles dans sa chambre, laissés sur un coin de table, parfois couverts de gribouillages ou de mots isolés. Il y avait peut-être d'autres mots, d'autres tentatives. Et si Claire avait caché des lettres, comme celle-ci, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un les découvre, Élodie commença à élaborer un plan. Elle n'était plus seulement une employée discrète. Elle se sentait désormais investie d'une forme de devoir moral. Une adolescente appelait à l'aide et personne n'écoutait. Elle avait entendu. Durant l'après-midi, elle monta à l'étage sous prétexte de nettoyer les rideaux des fenêtres de l'aile nord, rarement utilisées. Elle passa lentement devant la porte de Claire, toujours close. Aucun bruit. Ni musique, ni voix, ni mouvement. L'atmosphère semblait figée. Elle se détourna à regret et poursuivit son travail. Avant de quitter la maison, elle retourna dans le bureau d'Armand, cette fois pour une dernière vérification. En nettoyant le dessous du fauteuil, elle trouva un autre morceau de papier minuscule, visiblement tombé au sol sans que personne ne le remarque. Il portait un seul mot, Lucie. L'écriture était la même, fragile, hésitante mais déterminée. Claire écrivait à propos de quelqu'un que personne ne mentionnait. Le nom résonna dans l'esprit d'Élodie comme une clé qu'on introduit dans une serrure rouillée. Lucie. Ce n'était ni un médicament, ni une employée. Ce devait être une personne. Et tout indiquait que ce nom avait été volontairement effacé de la vie de Claire, ou du moins relégué au silence. Dans le bus qui la ramenait chez elle, Élodie relut les deux fragments. Les mots résonnaient en elle avec une clarté douloureuse. Il ne s'agissait pas de caprice ni de troubles passagers, c'était un véritable appel à l'aide, une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un pour ne pas sombrer tout à fait. En arrivant chez elle, elle plaça les deux morceaux dans une enveloppe, les rangea dans un tiroir verrouillé, puis s'assit longuement sans allumer la lumière. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que son travail avait pris une autre dimension. Elle n'était plus seulement là pour nettoyer des vitres ou balayer des couloirs. Elle était le seul témoin de quelque chose de grave, de silencieux, mais bien réel. Et ce témoin, elle ne voulait pas qu'il reste passif. Claire Montagne était en train de disparaître, non pas sous les yeux du monde, mais dans l'ombre d'une maison trop parfaite. Et à présent, Élodie détenait les premiers fragments d'un récit que personne n'avait voulu écouter. Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse qui s'épaississait autour d'Élodie, comme une vapeur invisible mais oppressante. La découverte des fragments de lettres avait modifié son regard sur la maison Montagne, et chaque détail désormais semblait chargé d'une signification nouvelle. Le nom Lucie, écrit de la main tremblante de Claire, l'obsédait. Il apparaissait comme une fissure dans le mur compact du silence que toute la demeure s'efforçait de maintenir. Lucie, qui était-elle? Et pourquoi ce nom si chargé n'avait-il jamais été prononcé en sa présence depuis le début de son emploi dans la maison? Ce mercredi-là, Élodie prit soin de ne rien laisser au hasard.
Elle décida de sonder le personnel avec prudence. Pas frontalement, mais par petites touches. Elle commença par Paul, le jardinier, un homme d'une 50aine d'années au regard fatigué, peu bavard, toujours en train de fumer derrière la serre. Elle engagea la conversation sous prétexte de s'intéresser aux vieilles plantations de rosiers près de l'allée. « Ces rosiers sont anciens, n'est-ce pas? Ils ont vu beaucoup de choses, » dit-elle, les yeux fixés sur les fleurs ternies par l'hiver. Paul haussa les épaules. « Ils datent de Madame Montagne, la première. C'était elle qui les entretenait. Je me demande ce que la jeune Claire pense de tout ça. » Un silence. Paul détourna les yeux, jeta sa cigarette et marmonna « Les jeunes ont leurs fantômes ». Puis il tourna les talons, refusant d'en dire plus. Cette phrase tourna dans la tête d'Élodie toute la matinée. « Les jeunes ont leurs fantômes ». Était-ce une simple expression ou une allusion directe? Elle sentit qu'elle approchait d'un point sensible. Elle décida d'essayer ailleurs. Plus tard dans la journée, alors qu'elle aidait Brigitte à transporter quelques caisses de provisions dans la réserve, elle aborda la conversation avec encore plus de subtilité. Claire ne descend presque jamais. Elle est si discrète. Je n'arrive pas à imaginer comment était la maison avec elle plus jeune. Elle devait être pleine de rire. Brigitte s'arrêta net. Elle posa la caisse sur l'étagère, le visage figé. Elle était différente, oui, répondit-elle sans émotion. Élodie fit mine de continuer à ranger, puis glissa. On dirait qu'un événement l'a changée. Comme si quelque chose ou quelqu'un lui manquait. Brigitte ferma brutalement une porte d'armoire. Puis, après un moment, dit d'un ton sec, « Il y avait une autre fille ici avant, mais ce n'est pas à moi d'en parler. » Élodie se retourna lentement. « Une sœur ?» Brigitte la fixa sans répondre, puis baissa les yeux. « Je ne peux rien dire. Pas ici. Pas comme ça. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, un bruit de pas dans le couloir fit sursauter la cuisinière qui reprit ses gestes sans ajouter un mot. Élodie comprit que la porte venait de s'entr'ouvrir. Le nom était là, confirmé. Lucie n'était pas une amie ou une domestique, mais une sœur. Une sœur que personne ne mentionnait, que tout le monde semblait vouloir effacer de la mémoire collective de la maison. Et Claire, abandonnée dans sa chambre, était la seule à en porter encore la trace visible. Ce soir-là, Élodie resta plus tard que d'habitude. Sous prétexte de vérifier les couloirs pour préparer l'arrivée d'un petit dîner prévu le lendemain, elle se permit de fouiller dans l'ancienne buanderie, devenue salle de rangement. Au fond de cette pièce se trouvait une armoire verrouillée que la gouvernante ouvrait parfois pour prendre du linge ancien. Élodie, grâce à un double de clé oublié sur le crochet d'entrée, l'ouvrit. À l'intérieur, entre des nappes brodées et des draps de lin, elle découvrit une boîte de carton contenant des affaires visiblement anciennes. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un album photo recouvert de poussière, marqué simplement par la lettre « L » sur la couverture. Le cœur battant, elle tourna les pages. Les premières images montraient 2 enfants, Claire et une autre jeune fille légèrement plus âgée, toutes 2 en uniforme d'école, souriantes, complices. Des photos de vacances, des anniversaires, des jeux dans le jardin. Cette autre fille, aux cheveux plus foncés et au regard vif, revenait page après page. Pas une seule légende, mais son visage était partout. À la dernière page, une photo figée, datée de 3 ans plus tôt. Claire et l'autre fille, main dans la main au bord d'une piscine. C'était la seule image où l'atmosphère semblait moins joyeuse. Les sourires étaient absents et le regard de Claire paraissait inquiet. Élodie rangea le tout à sa place, referma l'armoire et quitta la buanderie en silence. Il n'y avait plus de doute possible. Lucie était bien réelle et son absence pesait dans chaque recoin de la maison. Pourtant, son nom ne franchissait jamais les lèvres de ceux qui l'avaient reconnu. Un tabou profond, enraciné dans la peur ou la douleur, peut-être les deux. En quittant la demeure, Élodie croisa Gérard, le majordome, qui l'observa d'un œil inhabituellement perçant. « Vous avez oublié votre écharpe, Madame Morel », dit-il en lui tendant le tissu laissé dans le vestiaire. Elle le remercia mais remarqua son ton. Il n'avait jamais utilisé son nom de famille jusque-là. Il savait qu'elle savait. Il ne disait rien, mais il avait compris. La maison Montagne n'était pas seulement silencieuse, elle était en état de veille. Elle surveillait ceux qui posaient trop de questions. Et Élodie venait de franchir une limite. Pourtant, rien ne pouvait l'arrêter désormais. Elle ne cherchait pas à révéler un scandale, ni à perturber un équilibre fragile. Elle voulait simplement comprendre ce que cette maison avait perdu, ce que Claire avait perdu, et pourquoi une jeune fille comme elle, à peine sortie de l'enfance,
portait seule le poids d'un silence que tous les adultes avaient choisi d'ériger comme une barrière. Elle comprenait enfin que derrière le mutisme de Claire, il n'y avait pas seulement de la souffrance. Il y avait un deuil sans sépulture, un prénom enterré sans explication, et une histoire que personne ne voulait plus raconter. Le lendemain matin, la lumière traversait les vitres hautes de la demeure Montagne, avec une froideur tranchante, illuminant les dorures du mobilier sans parvenir à réchauffer l'atmosphère figée de la maison. Élodie, silencieuse comme à son habitude, fit ses premières tâches sans un mot, mais son regard était plus vif, plus attentif. Le nom de Lucie résonnait encore dans son esprit, flottant comme une vérité que tout le monde refusait de reconnaître. Elle avait senti le poids de ce nom dans chaque silence, dans chaque regard évité, dans chaque geste mécanique exécuté sans émotion par ceux qui vivaient ici depuis des années. La maison n'était pas seulement marquée par la perte, mais par la violence froide du refus de cette perte. Et à la tête de tout cela se tenait Armand Montagne. Ce matin-là, Élodie le croisa plus tôt que d'habitude. Il était dans le grand hall parlant à voix basse avec un homme en costume, probablement un partenaire d'affaires. Il tenait une tasse de café dans une main et un dossier épais dans l'autre. Son visage n'affichait ni fatigue ni contrariété. Il incarnait l'homme puissant, rigide, entièrement absorbé par ses affaires. Rien, dans sa posture, ne trahissait un père inquiet ou concerné. Et c'est précisément cette absence de trouble qui frappa Élodie de plein fouet. Armand Montagne paraissait parfaitement à l'aise dans cette routine où sa fille restait invisible et silencieuse à l'étage. Mais ce n'était que la surface. 1 heure plus tard, alors qu'elle nettoyait le couloir près de l'escalier menant aux chambres, Élodie entendit une porte claquer violemment, puis des voix, des mots durs et une intonation tranchante qu'elle n'avait jamais entendue jusqu'à présent. Elle s'approcha discrètement, assez pour entendre sans être vue. « Tu ne vas pas passer ta vie enfermée là-haut à pleurnicher » criait Armand d'un ton glacial. « Tu crois que ça, c'est une solution? Regarde-toi, tu n'es plus capable de te tenir droite. Tu n'as plus aucune dignité. » Une voix plus faible, hésitante, celle de Claire, tenta de répondre quelque chose. Mais à peine un murmure s'échappa avant d'être coupé. « Ne recommence pas avec tes excuses. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Tu as eu une chambre, des soins, du personnel autour de toi, et tu continues à faire pitié. Tu crois que ta mère serait fière ?» Ce dernier mot, « mère », prononcé avec tant de détachement, résonna dans le couloir comme une gifle. Élodie sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais entendu parler de la mère de Claire, ni vu la moindre photo d'elle dans la maison. Encore une absence dissimulée. Puis, un silence pesant. Aucun mot ne sortit plus de la chambre. La porte claqua de nouveau plus forte encore, et les pas lourds d'Armand descendirent les escaliers. Élodie recula juste à temps pour se dissimuler dans l'ombre d'un meuble. Lorsqu'il passa devant elle, son visage était figé comme si rien ne s'était passé. Aucune trace de colère, de regret, de conflit. Il avait repris son masque d'homme respectable, insensible aux émotions. Élodie resta longtemps dans le couloir désert, incapable de bouger. Elle pensait à Claire, à sa voix tremblante, à la brutalité sèche avec laquelle son père l'avait écrasée. Ce n'était pas une altercation ponctuelle. Ce qu'elle avait entendu n'était pas un cri de frustration. C'était la manifestation d'un mépris profondément enraciné. Armand Montagne ne voulait pas seulement que sa fille se rétablisse. Il voulait qu'elle obéisse, qu'elle redevienne ce qu'elle représentait pour lui. Un symbole de réussite, une fille parfaite, utile à son image publique. Et Claire, dans son état de faiblesse, n'avait pas les armes pour répondre à cette violence. Son silence n'était pas seulement le fruit d'un traumatisme ancien. C'était aussi un bouclier face à une pression constante, inhumaine, exercée par celui qui aurait dû la protéger. Élodie comprit alors que Claire ne souffrait pas seulement d'un passé douloureux, elle souffrait encore, chaque jour, d'un présent toxique. Dans l'après-midi, elle tenta de croiser Claire dans les couloirs, mais la porte de sa chambre resta fermée. Aucune lumière sous la fente, aucun mouvement. Elle frappa doucement une fois, sans insister. Pas de réponse. Pourtant, elle resta devant la porte pendant plusieurs minutes, espérant qu'un geste, même minime, trahirait une présence consciente. Rien. Plus tard, alors qu'elle passait devant la salle à manger vide, elle surprit Armand assis seul à table, un verre à la main, fixant l'extérieur. Il semblait calme, presque mélancolique. Un tableau d'homme accablé, si on ne connaissait pas la scène de la matinée. Mais Élodie ne se laissa pas prendre. Elle avait vu derrière le masque,
Elle savait désormais de quoi il était capable. Et la compassion qu'elle aurait pu éprouver dans une autre circonstance avait été écrasée par les mots cruels qu'il avait adressés à sa fille quelques heures plus tôt. En quittant la maison ce soir-là, elle marcha plus lentement que d'habitude. L'air frais du dehors lui fit du bien, mais son cœur restait chargé d'une indignation sourde. Elle se sentait impuissante. Elle aurait voulu protéger Claire, mais comment intervenir sans briser l'équilibre fragile qui lui permettait de rester dans cette maison? Et pourtant, chaque jour qui passait rendait le silence plus insupportable. Elle savait désormais que si elle voulait aider Claire, elle devrait s'opposer à Armand. Non pas en affrontement direct, du moins pas encore, mais en devenant l'oreille que Claire n'avait jamais eue, la présence constante qui ne jugeait pas, qui ne fuyait pas, qui ne trahissait pas. La cruauté d'Armand ne résidait pas dans des gestes spectaculaires. Elle était froide, méthodique, dissimulée derrière une façade de contrôle. Il ne frappait pas, il n'hurlait pas en public, il ne punissait pas physiquement. Mais ses mots, ses silences, son mépris étaient plus destructeurs qu'aucune autre forme de violence. Et c'était cela, peut-être, le plus insidieux. Élodie rentra chez elle le visage fermé, les pensées assourdies par ce qu'elle avait entendu. Elle repensa à sa propre fille, partie vivre à Paris libre et sereine, et se demanda comment on pouvait délibérément écraser un enfant par orgueil. Elle savait que le combat qui s'annonçait ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus reculer. Parce qu'à cet instant précis, elle avait compris qu'elle était probablement la seule adulte dans l'entourage de Claire à ne pas avoir abdiqué sa conscience. Le vendredi suivant, la pluie tombait sans discontinuer sur les toits de la demeure montagne, dessinant sur les vitres des traînées longues et muettes, comme autant de marques de fatigue sur un visage. Le temps semblait figé, suspendu dans une monotonie pesante. Élodie arriva tôt comme à son habitude, saluée d'un simple hochement de tête par Gérard, le majordome, qui évitait désormais soigneusement de croiser son regard. Depuis les jours précédents, un changement s'était opéré dans la maison. Une tension plus vive, plus tendue, comme si quelque chose imperceptiblement s'était mis à bouger. Les silences restaient là, mais plus lourds, plus méfiants. Pourtant, derrière ces silences, Élodie savait qu'un souffle de changement avait commencé. Lentement, presque imperceptiblement. Ce matin-là, elle avait décidé de nettoyer les couloirs du premier étage de manière plus approfondie. Le bois du parquet, les poignées des portes, les vitres intérieures des fenêtres d'angle, chaque détail comptait. Mais ce n'était pas la propreté qui motivait sa présence. C'était l'espoir, ténu mais obstiné, de croiser Claire. Depuis l'altercation violente avec son père, la jeune fille semblait avoir complètement disparu. Sa chambre était restée fermée. Aucune lumière, aucun son, aucun signe de vie perceptible. Élodie s'inquiétait en silence, mais n'avait encore trouvé aucun prétexte crédible pour intervenir. Vers 10h30, alors qu'elle venait de terminer le nettoyage des moulures du grand palier, un bruit sourd attira son attention. Un léger coup sec, suivi d'un froissement venu du bout du couloir. Instinctivement, elle s'élança, sans courir, mais d'un pas rapide. En tournant l'angle, elle aperçut une silhouette au sol, Claire, étendue sur le flanc, une main posée à plat sur le tapis, l'autre repliée contre sa poitrine. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage pâle et ses lèvres légèrement bleutées. Elle ne semblait pas blessée, mais désorientée, incapable de se relever. Élodie s'agenouilla immédiatement à ses côtés, sans dire un mot au début. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Claire, qui sursauta à peine, comme si elle n'avait plus la force de réagir pleinement. Ce n'était pas de la peur, mais une sorte de résignation. Élodie approcha son visage du sien, cherchant un signe de lucidité. « Claire, vous m'entendez » murmura-t-elle. La jeune fille cligna lentement des yeux. Puis, d'une voix à peine audible, elle répondit d'un souffle « J'ai juste glissé ». C'étaient les premiers mots qu'Élodie entendait de sa bouche. Ils étaient faibles, hésitants, mais bien réels. Elle sentit une émotion lui traverser la gorge, mais elle la repoussa aussitôt pour rester concentrée. Elle l'aida à se redresser, avec une infinie précaution, prenant garde à ne pas brusquer ses gestes. Claire était légère, presque fluette, comme vidée de sa substance. Élodie s'assit avec elle contre le mur, le temps qu'elle reprenne son souffle. « Vous n'avez pas mal quelque part ?» demanda-t-elle. Claire secoua doucement la tête. Puis après un moment, elle tourna son regard vers Élodie, un regard trouble,
mais différent de celui qu'elle avait croisé à travers la porte entr'ouverte quelques semaines plus tôt. Il y avait là une lueur, un soupçon de présence, un besoin désespéré de contact humain. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage », dit-elle d'une voix cassée. Élodie hocha la tête, doucement. « Je suis Élodie, et je suis là depuis quelques semaines maintenant. Vous m'avez peut-être déjà vue. » Claire acquiesça faiblement puis baissa les yeux. Un long silence s'installa. Élodie n'osa pas le briser. Elle savait que chaque mot de Claire était une victoire contre quelque chose d'invisible, mais terriblement puissant. « Vous avez vu le bureau de mon père » souffla-t-elle presque imperceptiblement. Élodie la regarda sans répondre. Elle sentit que Claire cherchait une forme de validation, un aveu discret, une confirmation que quelqu'un savait, ou au moins soupçonnait. Élodie choisit de ne pas mentir. « Oui, j'ai vu des choses que vous avez écrites, des mots importants. » Claire ferma les yeux un instant. Une larme unique coula sur sa joue. Puis elle murmura « Je pensais que personne ne les verrait. Ils jettent tout. » Elle ne parlait pas avec amertume, mais avec une lassitude immense. Comme si elle avait déjà abandonné tout espoir d'être entendue. Élodie prit une inspiration lente. « Je les ai lus et je vous ai entendu, même si ce n'était pas fait pour moi. Je suis désolée de ne pas être intervenue plus tôt. » Claire ne répondit pas, mais elle ne s'éloigna pas non plus. Elle resta là à côté d'Élodie, immobile, les yeux fixés sur un point invisible devant elle. Au bout de quelques minutes, Élodie proposa doucement « Vous voulez que je vous aide à retourner dans votre chambre ?» Claire acquiesça d'un hochement de tête. Élodie l'aida à se relever. Le trajet jusqu'à sa porte fut lent, silencieux. Une fois devant, Claire marqua un temps d'arrêt. Puis, dans un geste timide mais clair, elle se retourna et demanda « Vous pouvez revenir un jour ?» Élodie la regarda, émue. Elle ne la toucha pas, ne fit aucun geste brusque. Elle se contenta d'un oui franc et calme. Claire entra alors dans sa chambre, referma la porte doucement. Pour la première fois depuis des semaines, cette porte ne claqua pas. Elle se referma sans violence, dans un mouvement apaisé. Ce jour-là, Élodie ne parla à personne de ce qui s'était passé. Elle continua son travail comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé. Un lien, discret mais indéniable, venait de se créer entre elle et Claire. Ce n'était pas une complicité encore, ni une amitié. C'était un début, un point d'ancrage, un fil tendu entre deux mondes que tout opposait, celui du pouvoir froid et silencieux de la famille Montagne, et celui de cette femme simple, discrète, mais profondément humaine. En quittant la maison en fin de journée, Élodie leva les yeux vers la façade imposante. Elle avait l'impression que pour la première fois, une fenêtre, peut-être celle de la chambre de Claire, laissait passer une lumière faible, mais continue. Un signe infime, mais inespéré, que quelque chose avait commencé à changer. Pas dans les couloirs somptueux ou les salons glacés, mais dans un cœur abîmé qui venait de rencontrer, enfin, une présence capable d'écouter sans juger. Le lundi suivant débuta dans un calme presque trompeur. La demeure Montagne semblait figée dans une routine parfaitement huilée, comme si les événements des jours précédents n'avaient jamais existé. Pourtant, pour Élodie, tout avait changé. Depuis sa rencontre inattendue avec Claire dans le couloir, une présence nouvelle habitait ses pensées. Elle ne se sentait plus seulement témoin d'une situation injuste, mais dépositaire d'une confiance fragile, silencieuse, qui exigeait d'elle une attention constante et mesurée. Elle savait qu'au moindre faux pas, ce lien naissant pouvait se rompre. Ce matin-là, la gouvernante lui confia une tâche inhabituelle, un nettoyage complet de la bibliothèque principale. Cette pièce immense, rarement fréquentée, servait davantage de vitrine intellectuelle que de lieu de lecture. Les étagères s'élevaient jusqu'au plafond, remplies d'ouvrages anciens, de dictionnaires reliés de cuir, de collections entières jamais ouvertes. Armand Montagne aimait l'idée de savoir ces livres-là, même s'il ne les consultait presque jamais. Élodie accepta sans montrer la moindre émotion, mais intérieurement, elle sentit une légère tension. La bibliothèque était un lieu où le passé semblait s'être accumulé sans jamais être interrogé. Elle commença méthodiquement, étagère par étagère, retirant les livres pour essuyer la poussière, prenant soin de les replacer exactement au même endroit. L'odeur du papier ancien, mêlée à celle du bois ciré, lui donnait une impression étrange, comme si chaque volume contenait une part de mémoire figée. Elle avançait lentement, concentrée, jusqu'à ce qu'un détail attire son attention. Sur l'une des étagères les plus basses,
Un dictionnaire épais semblait avoir été manipulé récemment. Contrairement aux autres ouvrages, parfaitement aligné et recouvert d'une fine couche de poussière, celui-ci présentait une trace nette, comme si on l'avait ouvert puis refermé à la hâte. Élodie s'agenouilla pour l'examiner. En le tirant doucement vers elle, elle sentit qu'un objet glissait à l'intérieur. Elle ouvrit le livre avec précaution. Entre les pages centrales, pliées avec soin, se trouvait une lettre manuscrite. Pas un fragment, pas une note déchirée, mais une lettre entière. L'écriture était la même que celle du billet retrouvé dans la corbeille du bureau d'Armand. Fine, légèrement irrégulière, marquée par une hésitation constante. Le cœur d'Élodie se mit à battre plus vite. Elle regarda autour d'elle, s'assura qu'elle était seule, puis s'assit sur le tapis épais, le dos contre l'étagère, et commença à lire. La lettre était longue, trop longue pour avoir été écrite dans un moment de simple impulsion. Claire y racontait, avec une lucidité bouleversante, ce qu'elle n'avait jamais pu dire à voix haute. Elle parlait de ses journées enfermées, du silence imposé, des médicaments qui l'engourdissaient sans jamais apaiser sa douleur. Elle évoquait la solitude écrasante de la maison, le regard distant de son père, l'absence totale de dialogue, mais surtout, elle parlait de Lucie. Lucie, sa grande sœur, celle qui avait toujours été plus vive, plus courageuse, celle qui la protégeait quand les attentes de leur père devenaient trop lourdes. Claire racontait leur complicité, leurs secrets échangés à voix basse dans cette même bibliothèque, les livres qu'elles feuilletaient ensemble pour s'échapper de la rigidité familiale. Puis, progressivement, le ton changeait. Les phrases devenaient plus courtes, plus chargées. Claire évoquait un événement précis, sans jamais entrer dans des détails spectaculaires. Elle parlait d'un jour où tout avait basculé, d'un moment qu'elle revivait sans cesse, persuadée d'avoir failli à sa sœur. Elle ne parlait pas d'un accident au sens concret, mais d'un enchaînement de silences, de décisions adultes prises sans explication, d'une disparition brutale que personne n'avait voulu affronter. Lucie était morte, oui, mais plus encore, elle avait été effacée, comme si son existence même était devenue un sujet interdit. Dans la lettre, Claire exprimait une culpabilité profonde. Elle se reprochait de ne pas avoir parlé à temps, de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir compris la détresse de Lucie avant qu'il ne soit trop tard. Elle écrivait qu'après la mort de sa sœur, plus personne ne lui avait jamais posé de questions. On lui avait demandé de se taire, implicitement, de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Et chaque jour de silence avait creusé un peu plus le vide en elle. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle continua de lire, attentive à chaque mot. La lettre se terminait par une phrase simple, presque banale, mais terriblement lourde de sens. Si quelqu'un lit cette lettre un jour, alors peut-être que je n'aurais pas souffert pour rien. Élodie replia lentement la feuille. Elle resta assise longtemps, immobile, la lettre serrée entre ses doigts. Ce qu'elle venait de lire dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Il ne s'agissait pas d'un simple mal-être adolescent, ni même d'un deuil mal accompagné. C'était une négation totale de la souffrance, une tentative délibérée d'étouffer la vérité pour préserver une image, un équilibre artificiel. Elle remit la lettre exactement à sa place, dans le dictionnaire, entre les mêmes pages. Elle savait qu'elle ne pouvait pas la garder, pas encore. Ce document appartenait à Claire, et elle devait respecter cela. Mais désormais, elle portait cette histoire en elle. Elle ne pouvait plus prétendre ignorer l'ampleur de la douleur qui rongeait cette jeune fille. Lorsque Claire apparut brièvement dans le couloir en fin d'après-midi, Élodie la croisa sans un mot, mais leurs regards se rencontrèrent. Claire sembla chercher quelque chose dans les yeux d'Élodie. Une confirmation, peut-être. Élodie se contenta d'un léger signe de tête, presque imperceptible, mais suffisamment clair pour transmettre un message essentiel. Elle savait, et elle n'allait pas détourner le regard. Ce jour-là, en quittant la demeure Montagne, Élodie comprit que la situation avait franchi un point de non-retour. La lettre cachée dans le dictionnaire n'était pas seulement un témoignage. C'était une accusation silencieuse contre tous ceux qui avaient choisi de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas nommer. Et désormais, ce silence ne reposait plus uniquement sur les épaules de Claire. Il était partagé, et bientôt, il devrait être brisé. La pluie avait cessé, mais le ciel demeurait chargé, recouvrant la région bordelaise d'une teinte grise uniforme. La lumière ne filtrait plus qu'en halo diffus à travers les grandes fenêtres de la demeure Montagne. Élodie, en entrant ce matin-là, sentit quelque chose de différent dans l'air. Peut-être n'était-ce qu'une impression,
un instinct guidé par les révélations des derniers jours. Peut-être aussi que cette atmosphère n'était pas nouvelle, mais qu'elle ne la percevait qu'à présent, maintenant que le vernis avait commencé à craquer. La lettre cachée dans le dictionnaire avait gravé dans son esprit l'image de deux sœurs inséparables, brisées par une séparation dont les contours restaient volontairement flous. Claire n'avait pas tout dit, ou peut-être n'en savait-elle pas plus. Elle n'était qu'une enfant lorsque Lucie avait disparu de sa vie. Ce qui restait maintenant, c'était ce silence de marbre, organisé avec méthode, entretenu jour après jour par une famille soucieuse de sa réputation plus que de sa propre vérité. Élodie ne pouvait plus se contenter d'attendre que les réponses tombent du ciel. Elle décida d'agir. Profitant d'un moment où Gérard, le majordome, s'occupait de recevoir une livraison dans la cour arrière, elle se faufila dans l'ancien bureau d'archives de la maison, situé à l'étage inférieur. Une pièce poussiéreuse, aux murs garnis de classeurs et de boîtes contenant des documents anciens, actes notariés, factures, registres de propriété, certificats divers. Elle n'y avait jamais mis les pieds jusqu'à ce jour, mais elle savait que tout ce qui concernait l'histoire de la famille devait s'y trouver. Son objectif était clair, retrouver une trace de Lucie, une trace officielle, incontestable, que personne ne pourrait nier. Elle ouvrit d'abord un tiroir marqué « Famille, documents personnels ». À l'intérieur, elle découvrit des certificats de naissance, des copies de cartes d'identité, des correspondances administratives. Elle chercha méthodiquement. D'abord le nom d'Armand, puis celui de Claire. Enfin, après avoir parcouru plusieurs dossiers, son regard se figea. Lucie Montagne, un certificat de naissance daté de 16 ans auparavant, née 2 ans avant Claire. Fille aînée d'Armand Montagne et de Marianne Delcourt, épouse défunte, dont aucun portrait n'était visible dans la maison. Elle tenait enfin la preuve. Lucie avait bel et bien existé, officiellement, légalement, inscrite dans les registres. Mais alors pourquoi cet effacement méthodique? Pourquoi ce silence autour d'un être aussi proche, aussi essentiel à la vie de Claire? Elle poursuivit ses recherches. Plus loin, dans une boîte cartonnée, elle tomba sur un vieux classeur noir. À l'intérieur, des coupures de journaux, soigneusement pliées. L'une d'elles attira son attention, un article jauni d'un quotidien local, daté d'un peu plus de 3 ans. Le titre, en lettres sobres, annonçait « Accident domestique dans une propriété viticole. Une adolescente décède tragiquement. » En dessous, le nom était là, Lucie Montagne, 13 ans. L'article restait vague. Il parlait d'un incident survenu dans la piscine familiale, sans témoin direct. La famille n'avait pas souhaité faire de déclaration. La police avait conclu à un accident, aucun élément suspect. Une ligne supplémentaire précisait qu'aucune autopsie publique n'avait été réalisée à la demande expresse du père. Tout s'était clos en quelques jours, discrètement, rapidement, sans éclat. Élodie se redressa, les mains moites. Tout s'emboîtait. Lucie était morte dans cette maison. Et depuis, tout avait été fait pour que sa mémoire disparaisse. Aucun objet personnel dans les pièces communes. Aucune photo, sauf celles oubliées au fond d'un placard. Aucun mot échappé des lèvres du personnel. Même Claire, laissée seule face à cette perte, n'avait reçu aucune aide pour affronter le deuil. On lui avait simplement demandé de continuer, d'obéir, de se taire. L'après-midi, elle retourna dans la galerie familiale, cette pièce au fond du couloir, bordée de portraits, de trophées, de souvenirs. Elle scruta chaque photo, chaque cadre. Claire y figurait souvent, seule ou avec son père. Mais Lucie, nulle part, pas même un cadre rangé dans un coin. Une disparition complète, comme si elle n'avait jamais existé. Ce jour-là, Élodie sentit naître en elle une colère profonde. Pas une révolte bruyante, mais une détermination sourde, ancrée. Ce n'était plus seulement pour Claire qu'elle poursuivait cette quête. C'était aussi pour Lucie, pour cette adolescente effacée, privée même du droit au souvenir. Avant de quitter la maison, elle croisa Claire dans le couloir de l'aile ouest. La jeune fille s'arrêta en la voyant. Elle semblait hésitante, mais moins fuyante qu'auparavant. « Vous savez, tout maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Élodie la regarda sans détour. « J'ai trouvé l'article et les papiers. Tu n'es pas folle, Claire. Tu n'as jamais inventé Lucie. » La jeune fille baissa les yeux. Un long silence s'installa. Puis elle murmura « Ils ont dit que c'était mieux comme ça, qu'il fallait l'oublier. Mais moi, je peux pas. Tu n'as pas à l'oublier, » répondit Élodie. « C'était ta sœur. »
Et elle mérite d'exister, même si ça dérange ton père. Claire serra ses bras contre elle, comme pour se protéger d'un froid intérieur. Puis elle ajouta, à peine audible, « Il dit que la tristesse est un luxe, que dans cette maison, on ne s'effondre pas. On avance, coûte que coûte. » Élodie comprit alors que tout ce système de silence, de contrôle, de perfection, n'avait qu'un seul objectif, maintenir l'illusion, cacher la faille, faire disparaître ce qui faisait tache dans le tableau idéal de la famille Montagne. Mais cette illusion avait un prix, et c'était Claire qui en payait les conséquences, en étant niée, négligée, médicamentée pour mieux rentrer dans le moule. Ce soir-là, en quittant les lieux, Élodie regarda une dernière fois la maison, ses vitres éclairées, sa façade sans faille. Elle n'y voyait plus une demeure impressionnante. Elle y voyait une forteresse de mensonges, construite sur l'effacement de la douleur, sur l'invisibilisation de deux jeunes filles dont l'une avait été sacrifiée et l'autre abandonnée. Mais maintenant, elle avait les preuves. Et surtout, elle n'était plus seule à savoir. Claire avait commencé à parler. Le silence, aussi lourd soit-il, venait de se fissurer. Et aucune façade, aussi impeccable soit-elle, ne pourrait résister longtemps à la vérité. Le mardi suivant, le vent soufflait avec une force inhabituelle sur les vignes bordelaises, faisant grincer les volets et claquer les branches contre les vitres de la demeure Montagne. À l'intérieur, tout semblait figé, comme si l'agitation extérieure ne pouvait franchir les murs épais. Pourtant, Élodie savait que l'heure du calme passif était révolue. Trop de choses s'étaient accumulées, trop de douleurs avaient été étouffées. Et la colère qu'elle avait ressentie en découvrant la vérité sur Lucie ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle avait grandi, alimentée par le silence glacial d'Armand, par l'inaction des domestiques et par l'effondrement progressif de Claire. Le moment d'agir était venu, même si cela signifiait franchir une limite que l'on ne franchit normalement jamais dans une maison comme celle-ci. Ce jour-là, Armand Montagne était présent. Il avait annulé un déplacement à Paris pour recevoir un investisseur américain venu discuter d'un rachat partiel de ses terres. Toute la maison était en tension. Le personnel avait reçu l'ordre de ne pas déranger. Élodie devait s'en tenir aux zones secondaires, mais elle choisit délibérément de passer par le couloir adjacent au bureau. Elle savait qu'elle ne pourrait pas supporter une journée de plus à prétendre que tout allait bien. Le besoin de dire les choses en face, enfin, devenait vital. Vers la fin de l'après-midi, alors que l'investisseur avait quitté les lieux, Élodie s'approcha du bureau. Armand était seul, assis à son immense table, en train de signer des papiers. Il leva à peine les yeux lorsqu'elle frappa doucement à la porte. « Ce n'est pas le moment », lança-t-il sans détour. Mais Élodie entra quand même. Elle referma la porte derrière elle, s'avança sans hâte jusqu'au centre de la pièce. Armand leva les yeux, surpris par tant d'audace. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle fut plus rapide. « Monsieur Montagne, je ne viens pas pour nettoyer. Je viens parce que votre fille est en train de disparaître, et vous la regardez mourir à petit feu sans rien faire. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Armand resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Élodie, pourtant, n'avait pas fini. « J'ai lu les lettres. J'ai vu ce qu'elle écrit en cachette. J'ai entendu ce que vous lui avez dit dans le couloir. J'ai vu comment elle chute jour après jour, pendant que vous signez des contrats en faisant semblant que tout va bien. Votre fille est malade de solitude, de chagrin, pas de folie, pas de caprice, de douleur, et vous refusez de la regarder. » Il se leva d'un bond, son visage durci, les poings serrés. « Vous vous permettez beaucoup de choses pour une simple employée, dit-il d'un ton glacial. Et vous en permettez trop pour un père, répliqua-t-elle sans baisser les yeux. Armand s'approcha imposant. Son regard voulait intimider, comme il avait toujours su le faire. Mais Élodie ne recula pas. Elle n'était pas là pour sauver sa place. Elle était là pour dire ce que personne n'avait osé dire depuis trop longtemps. Vous avez effacé Lucie. Vous avez fait comme si elle n'avait jamais existé. Vous avez enfermé Claire dans cette maison. Vous l'avez gavée de médicaments. Vous lui avez retiré le droit de pleurer, le droit de comprendre. Et maintenant, vous voulez effacer ses souvenirs aussi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le deuil, la douleur, ça ne disparaît pas parce qu'on décide de l'ignorer. » Il tenta de répondre, mais elle l'interrompit. « Elle ne vous demande pas de l'aimer comme elle est. Elle vous supplie juste de ne pas faire semblant. Elle n'a plus besoin de votre argent, ni de votre contrôle. Elle a besoin que vous reconnaissiez ce qui s'est passé. Elle a besoin que quelqu'un dise, enfin, que Lucie a existé. »
et que sa mort l'a brisé. Armand recula légèrement. Ce n'était pas tant les mots que le ton qui le déstabilisait. Élodie ne criait pas, elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas, elle constatait. Et dans cette froideur maîtrisée, il y avait une force contre laquelle il n'avait aucune défense. « Sortez d'ici », finit-il par dire, la voix rauque. « Je sortirai », répondit-elle. « Mais sachez une chose, si vous continuez comme ça, vous perdrez Claire. Et cette fois, il n'y aura personne à blâmer. Sauf vous. » Elle se retourna et quitta la pièce, laissant derrière elle un silence assourdissant. Dans le couloir, elle croisa Claire, debout, tremblante, appuyée contre le mur. Elle avait tout entendu. Le regard qu'elle posa sur Élodie n'était plus seulement un appel à l'aide, c'était de la reconnaissance. Claire s'approcha lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus vraiment, et murmura « Vous lui avez parlé ?» Élodie hocha la tête. « Oui, et il a entendu. » Claire ferma les yeux un instant, comme pour absorber la réalité de ces mots. Puis elle reprit. « Je n'arrive pas à y croire. Vous l'avez dit. Tout. C'était le moment. Il fallait que quelqu'un le dise. Et maintenant ? Maintenant, c'est à toi. Si tu es prête. Tu n'as plus à te taire. » Claire resta un moment sans bouger. Puis elle redressa légèrement les épaules. Elle n'avait pas repris de force. Pas encore. Mais une décision venait de se former dans son esprit. L'idée que peut-être son silence n'était plus une fatalité. Ce soir-là, Élodie quitta la maison la tête haute. Elle savait que ce qu'elle venait de faire pouvait lui coûter sa place, mais cela importait peu. Le plus important avait été accompli. La parole avait été libérée. Le mur du silence avait reçu sa première fissure visible, non plus dans les pensées, mais en face, dans les yeux de celui qui avait construit ce mur pierre après pierre. Et pour la première fois dans cette maison pleine de secrets, quelqu'un avait osé parler sans trembler. Le lendemain matin, l'atmosphère à l'intérieur de la maison montagne avait changé. Ce n'était pas un changement visible, pas un bouleversement spectaculaire. C'était une tension suspendue, presque imperceptible mais bien présente, comme un fil tendu entre les murs, prêt à se rompre à tout instant. Élodie le ressentit dès qu'elle franchit le seuil. Les regards du personnel étaient fuyants. Gérard évitait son chemin. Brigitte, la cuisinière, ne dit pas un mot. Elle comprenait, tous avaient compris ce qu'elle avait osé faire la veille. Tous savaient qu'elle avait franchi la ligne interdite. Pourtant, aucun reproche ne fut formulé. Car au fond, chacun savait aussi que cette ligne n'aurait jamais dû exister. Elle ne vit pas Armand ce matin-là. Il ne descendit pas prendre son café comme d'habitude. La salle à manger resta vide. Le bureau était fermé. Il n'y eut pas d'ordre. Pas d'instruction, pas de présence écrasante. Le maître de maison s'était replié. En retrait, silencieux, peut-être pour la première fois désarmé face à ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Peu avant midi, alors qu'Élodie nettoyait le hall d'entrée, un événement inattendu survint. La porte du salon s'ouvrit lentement et Claire apparut. Elle portait un pull bleu pâle et un pantalon en laine. Ses cheveux étaient attachés simplement. Elle avait les traits tirés, les yeux légèrement cernés, mais dans son regard brillait quelque chose de nouveau. Une lueur qu'Élodie n'avait encore jamais vue chez elle, celle d'une volonté fragile, mais réelle. Claire traversa le hall sans hésiter, sous les regards surpris des employés. Elle n'évitait plus les couloirs, ne fuyait plus les présences. Elle se dirigeait droit vers le bureau de son père. Elle frappa 2 fois. Aucune réponse. Elle ouvrit tout de même la porte et entra. Élodie s'approcha à distance, incapable de s'éloigner. La porte restait entr'ouverte. Ce qu'elle vit à travers l'ouverture, elle ne l'oublierait jamais. Claire se tenait droite devant son père, qui était assis derrière son bureau, visiblement épuisé, le visage fermé. Il leva les yeux vers elle avec une expression tendue, presque résignée. Mais elle ne trembla pas. « Je veux parler », dit-elle d'une voix claire. Armand ne répondit pas. Il resta silencieux, comme s'il attendait que les mots tombent d'eux-mêmes. Claire inspira profondément, puis reprit « Tu n'as pas le droit de me faire taire. Pas après tout ça. Pas après Lucie. » Le silence s'épaissit dans la pièce. Elle était ma sœur. Pas une erreur à effacer. Pas un souvenir à enterrer. Elle était réelle. Elle me protégeait. Elle m'aimait. Et elle est morte, sans que personne ne m'explique pourquoi. Tu as tout fermé. Tu n'as jamais dit un mot. Tu m'as laissé seule et tu as fait comme si elle n'avait jamais existé. Armand ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Claire continua. J'ai attendu des années. Au début, je croyais que tu souffrais trop.
Alors j'ai attendu. Puis j'ai compris que tu ne souffrais pas, tu gérais, comme une entreprise, comme si ton chagrin devait rester rentable. Tu m'as fait taire, tu m'as enfermé, tu m'as médicamenté, parce que je dérangeais ton image. Elle fit un pas de plus dans la pièce. Sa voix montait légèrement mais restait maîtrisée. Et Élodie, c'est elle qui m'a regardé, qui a compris, qui a lu mes lettres, qui m'a aidé, alors qu'elle ne me devait rien. Toi, tu étais mon père, et tu n'as rien vu. Ou plutôt, tu as refusé de voir. Un silence épais s'installa. Armand passa lentement une main sur son visage. Il semblait accablé, comme vidé. Il murmura enfin d'une voix rauque. « J'ai fait ce que j'ai pu. » « Non, » répondit Claire sans trembler. « Tu as fait ce qui t'arrangeait. » Elle s'arrêta puis reprit plus calmement, presque en murmurant. « Je ne te demande pas de changer du jour au lendemain, mais je te demande une chose. Écoute-moi, pas comme un patron, pas comme un homme d'affaires, comme un père. Regarde-moi et dis-moi que tu vois ce que je suis devenu. Dis-moi que tu reconnais que j'ai souffert. » Il ne répondit pas. Il baissa les yeux. Puis, lentement, comme si chaque mot coûtait un effort colossal, il articula « Je suis désolé. » Claire tressaillit. Ce n'était pas un grand discours, pas une déclaration, juste 3 mots. Mais ils n'avaient jamais été dits. Depuis 3 ans, jamais. Élodie, de l'autre côté du couloir, sentit ses jambes trembler. Elle recula doucement, s'éloigna du bureau, la gorge serrée. Ce moment n'était pas le sien. Il appartenait à Claire, à Armand, à eux seuls. Une demi-heure plus tard, alors que les employés vaquaient à leurs tâches habituelles, Élodie fut appelée dans le petit salon. Claire l'attendait, assise dans un fauteuil. Elle se leva en la voyant entrer, puis marcha droit vers elle. « Merci », dit-elle simplement. Élodie voulut répondre, mais Claire la prit dans ses bras brièvement, sans pathos. Juste un geste sincère, pudique, mais bouleversant. « Tu m'as sauvé, même si je ne suis pas encore guéri. Tu m'as juste écouté. » Élodie posa doucement ses mains sur ses épaules. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait ce que personne ne faisait. Et c'est ça qui a tout changé, » murmura Claire. Le reste de la journée se déroula dans un calme presque étrange. Personne ne parla de ce qui s'était passé, mais tout le monde sentait que quelque chose avait bougé. Une vérité avait éclaté. Une parole avait été libérée. Et dans cette maison figée depuis trop longtemps, c'était un bouleversement. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle sans se presser. Elle n'était pas euphorique ni soulagée. Elle était simplement remplie d'une forme de paix grave, profonde. Le genre de paix qu'on ne ressent qu'après avoir osé affronter ce que personne n'ose nommer. Et au fond d'elle, elle savait que Claire avait franchi une ligne vitale, non pas vers une guérison immédiate, mais vers une reconquête, celle de sa voix, de sa mémoire, de son droit à exister pleinement, avec ses blessures, ses souvenirs, et l'amour perdu d'une sœur qu'on avait voulu effacer. Dans les jours qui suivirent la confrontation entre Claire et son père, un silence nouveau s'installa dans la demeure montagne. Ce n'était plus le silence oppressant d'avant, celui que l'on entretenait pour fuir, pour dissimuler, pour effacer. Ce silence-là était différent. C'était celui de l'attente prudente, du réajustement fragile, du déséquilibre qui précède une reconstruction. Rien n'avait changé brutalement, mais les petits gestes du quotidien portèrent les traces d'un bouleversement discret, presque timide. La façade intacte de la maison commençait enfin à se fissurer. Claire, tout d'abord, avait modifié ses habitudes. Elle ne restait plus enfermée toute la journée dans sa chambre. Elle descendait parfois au petit déjeuner, en silence mais présente. Elle mangeait peu, s'asseyait à la table comme une étrangère encore mal à l'aise, mais elle était là. Et pour ceux qui avaient connu la maison dans les mois précédents, cette simple présence était déjà un miracle. Élodie, sans rien dire, observait chaque geste avec attention. Elle savait que ce retour progressif au monde était fragile, réversible, et qu'il fallait respecter le rythme de Claire sans jamais la pousser. La jeune fille avait commencé un accompagnement professionnel. Un psychologue venait désormais 2 fois par semaine, discret, sans apparat. Armand n'en avait rien dit, mais il avait signé les papiers. C'était Claire qui avait demandé ce suivi, avec l'aide d'Élodie. La démarche était venue d'elle, une volonté propre et non imposée. Et cela changeait tout. La première séance s'était déroulée dans le petit salon, loin du bureau paternel. Élodie ne savait pas ce qui s'y disait et elle ne voulait pas le savoir. Mais elle voyait chaque jour les effets subtils de ces rendez-vous.
Claire marchait plus droite, son regard fuyait moins souvent et parfois, l'ombre d'un sourire effleurait ses lèvres. Armand, de son côté, n'était pas devenu un homme différent. Il gardait sa distance, restait le chef de famille rigide qu'il avait toujours été. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il ne contournait plus Claire dans les couloirs. Il la saluait, parfois même lui posait une question banale. Un simple « Tu as bien dormi ?» glissé maladroitement au détour d'un escalier, suffisait à créer une tension nouvelle. Il n'était pas à l'aise. Il ne savait pas comment parler à sa fille. Mais pour la première fois, il essayait. Et c'était ce début, maladroit et hésitant, qui bouleversait Élodie plus que tout. Dans les couloirs de la maison, le personnel avait adopté une posture de discrétion respectueuse. Personne ne faisait de commentaires, personne ne s'autorisait de remarques. Mais l'ambiance était moins pesante, comme si chacun, à sa manière, avait compris qu'il était possible de ne plus collaborer à l'effacement, à la façade. Gérard, le majordome, saluait désormais Claire avec un léger hochement de tête. Brigitte préparait ses plats préférés, discrètement déposés à table. Le changement n'était pas spectaculaire, mais il s'infiltrait lentement dans les murs. Élodie, quant à elle, avait trouvé une nouvelle place dans cette maison. On ne la regardait plus seulement comme une employée. Son nom était désormais connu de tous. Armand ne l'avait pas remerciée ni complimentée. Mais il ne l'avait pas renvoyée non plus. Et cela, venant de lui, valait toutes les reconnaissances. Claire, de son côté, avait intégré Élodie à sa routine. Elles se croisaient, se parlaient brièvement. Quelques mots, un regard, une main posée sur un dossier. Ce n'était pas une relation de confidence, c'était un lien de respect profond, d'égalité muette entre deux femmes qui avaient à partager un combat silencieux. Un mercredi matin, alors qu'Élodie rangeait les livres dans la bibliothèque, Claire entra. Elle ne disait jamais quand elle venait. Elle s'asseyait parfois dans le fauteuil près de la fenêtre et lisait en silence. Ce jour-là, elle tenait un cahier noir dans ses mains. Elle le tendit à Élodie. « Je voudrais que tu le lises, dit-elle. » Élodie hésita. « Tu es sûre ?» Claire acquiesça. Puis elle ajouta « C'est ce que j'ai écrit depuis longtemps. Pas tout, mais ce que je n'ai pas pu dire à voix haute. » Élodie prit le cahier avec douceur. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle savait que le geste était plus important que le contenu. Claire faisait confiance. Elle ouvrait une porte que personne, pas même les médecins, n'avait pu franchir. « Je le lirai, dit-elle, en prenant tout le temps qu'il faut. » Claire hocha la tête. Puis, sans un mot de plus, elle s'éloigna, avec cette démarche encore hésitante, mais de plus en plus assurée. Le soir, chez elle, Élodie ouvrit le cahier. Les premières pages contenaient des textes courts, entre le journal intime et la lettre adressée à une sœur absente. Lucie apparaissait à chaque page. Des souvenirs d'enfance, des jeux inventés, des peurs partagées. Puis venaient les pages plus douloureuses, les jours qui avaient suivi l'accident, les nuits sans sommeil, les rêves où Lucie revenait, les réveils en larmes, les phrases que Claire n'avait jamais osé dire à son père, les reproches étouffés, les appels au secours restés sans réponse. Tout y était, brut, sincère, sans pathos. Juste une parole vraie. En refermant le cahier, Élodie comprit que Claire venait d'entamer une transformation lente mais réelle. Elle se reconstruisait, page après page, geste après geste. Elle ne serait peut-être jamais celle qu'elle avait été avant la mort de sa sœur, mais elle n'avait plus besoin de redevenir cette fille-là. Elle devenait autre. Elle devenait elle-même, avec ses douleurs, ses luttes et ses forces nouvelles. Le lendemain matin, en entrant dans la maison, Élodie aperçut Armand dans le couloir. Il s'arrêta devant elle. Pour la première fois, il ne détourna pas le regard. « Merci », dit-il simplement. Il n'attendit pas de réponse. Il poursuivit son chemin. Élodie le regarda s'éloigner, consciente de l'effort immense que ce mot avait exigé de lui. Ce n'était pas une réconciliation, pas une transformation radicale, c'était un début. Et dans une maison où personne ne savait nommer les douleurs, entendre un merci valait parfois bien plus que tout. Ce jour-là, Élodie reprit son travail avec une énergie nouvelle, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'enfin, le combat n'était plus à sens unique, parce qu'elle n'était plus seule à vouloir sauver Claire, parce que, lentement, cette maison cessait d'être un tombeau pour redevenir un lieu de vie, de parole, et peut-être un jour d'amour sincère. L'hiver s'était doucement retiré, laissant place à un printemps timide. Les vignes,
encore nue quelques semaines plus tôt, bourgeonnait désormais à perte de vue. Dans les couloirs de la demeure montagne, la lumière changeait, se faisait plus franche, plus naturelle. Les rideaux, autrefois constamment tirés, restaient désormais ouverts plus souvent, laissant entrer l'air frais et les bruits extérieurs. Ce n'était pas seulement une transformation saisonnière, c'était le reflet exact de ce qui s'était opéré en silence, jour après jour, entre les murs de cette maison. Claire avait repris le chemin du lycée, d'abord par demi-journée, accompagnée d'une assistante pédagogique spécialisée, puis, progressivement, seule. Le premier matin où elle franchit les grilles de l'établissement, Élodie l'observa depuis la fenêtre du grand salon. Elle portait un manteau beige clair, un sac à l'épaule, les cheveux détachés. Elle marchait sans se presser, le dos encore un peu voûté, mais le regard tourné vers l'avant. Il n'y avait rien de triomphal dans cette démarche. Juste une normalité retrouvée, conquise à force de courage silencieux. Le retour à l'école n'avait pas été une décision imposée. C'était venu d'elle. Une demande faite un matin après une séance avec le psychologue. Elle avait simplement dit à Élodie « Je crois que je peux essayer ». Il n'y avait pas eu de discours, pas de cérémonie, seulement une promesse à elle-même, celle de reprendre sa place dans un monde qui avait continué sans elle. Et ce simple geste, d'une puissance rare, avait marqué un tournant définitif. Armand, de son côté, avait entamé un processus qu'Élodie n'aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. Il avait d'abord consulté un conseiller familial, puis, discrètement, il avait commencé à s'intéresser à la façon dont les adolescents exprimaient leur deuil. Il avait lu des articles, regardé des conférences, posé des questions maladroites, mais sincères. Personne ne l'avait obligé. Il ne cherchait pas à racheter ses fautes. Il cherchait, avec ses outils à lui, à ne plus reproduire ce qu'il avait fait subir à Claire. Un matin, il convoqua toute l'équipe du domaine viticole dans la grande salle de réunion. Ce qu'il y déclara étonna tout le monde. Il annonça la création d'une fondation au nom de Lucie Montagne, destinée à financer des projets d'accompagnement psychologique pour jeunes en détresse. Il parla de la nécessité de sortir du silence, de reconnaître ce que l'on a perdu pour mieux protéger ce qui reste. Il n'entra pas dans les détails, ne fit aucun aveu public, mais pour ceux qui savaient, ce geste valait toutes les confessions. Élodie était présente ce jour-là, en retrait. Elle n'applaudit pas, elle n'avait pas besoin de gestes visibles. Elle avait vu ce que cela avait coûté à Armand d'en arriver là. Et surtout, elle savait que Claire, consultée en amont, avait donné son accord. C'était le signe qu'un dialogue encore fragile avait commencé à exister entre eux. Pas un lien parfait, pas un lien guéri, mais un lien vivant, et c'était là l'essentiel. Dans la maison, les traces du passé n'avaient pas disparu. Les photos de Lucie, enfin, avaient été replacées dans quelques cadres. Une dans la galerie, discrète, la montrant enfant, les bras autour des épaules de Claire. Une autre dans un coin du salon, à côté d'un livre que les deux sœurs avaient lu ensemble. Rien d'envahissant, rien de forcé, simplement des preuves, visibles, que Lucie avait existé, que son souvenir n'était plus une menace, mais un repère. Un samedi après-midi, Élodie fut appelée dans le bureau d'Armand. Il était seul, debout près de la fenêtre. « Vous avez un moment ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Elle acquiesça. Il l'invita à s'asseoir, puis alla droit au but. « Je voudrais vous proposer un poste différent, responsable de la maison. Vous connaissez chaque recoin mieux que personne, et vous avez su voir ce que nous refusions tous de regarder. » Élodie le regarda sans répondre tout de suite. Elle ne s'attendait pas à cela. Pas dans ces termes. « Ce n'est pas une récompense, poursuivit-il. C'est une nécessité. Je ne veux plus que cette maison fonctionne comme avant. J'ai besoin que quelqu'un la dirige avec plus de conscience. Et Claire, elle souhaite que vous restiez. » Ces derniers mots suffirent. Elle accepta. Depuis, les choses avaient évolué avec lenteur mais solidité. La routine de la maison s'était allégée. Les repas étaient partagés à des heures plus souples. Le personnel parlait davantage entre eux. Claire participait à certaines décisions liées à l'aménagement de sa chambre, choisissait ses livres, ses vêtements. Elle riait parfois, pas souvent. Mais quand cela arrivait, ce n'était jamais forcé. Un soir, alors qu'Élodie passait dans le couloir de l'étage pour éteindre les lampes, elle trouva Claire assise au sol, adossée à la porte de sa chambre. « Je pensais à elle, » dit-elle sans qu'on lui pose de questions. Pas en pleurant, juste en pensant. Élodie s'assit à côté d'elle sans parler. Elles restèrent ainsi plusieurs minutes, dans un silence qui n'avait plus rien d'oppressant. J'ai compris qu'elle n'était pas seulement morte,
Elle était aussi là, dans mes choix, dans mes silences. Et maintenant dans mes mots. Elle est restée parce que tu ne l'as pas trahie, répondit Élodie. Claire sourit légèrement puis ajouta « Et toi, tu es restée parce que tu m'as vu. » Ce fut l'un de leurs derniers mots de la soirée, mais il résumait tout. Dans les semaines suivantes, Élodie poursuivit son travail, désormais entourée d'une équipe plus stable, plus humaine. Elle supervisait les plannings, les commandes, les relations avec les fournisseurs. Mais au fond, sa tâche essentielle était restée la même, veiller. Non plus seulement sur les objets, mais sur les gens, sur l'équilibre fragile entre la mémoire et l'avenir, sur cette maison redevenue vivante. Le silence, autrefois si lourd, s'était dissipé. Il avait laissé place à des voix, à des regards, à des souvenirs assumés. Il n'avait pas disparu entièrement, car certaines douleurs ne se taisent jamais complètement. Mais il avait changé de nature. Il n'était plus une arme. Il était devenu un espace où chacun pouvait enfin respirer. Et dans cette maison de pierre nichée entre les vignes, une vérité simple s'était imposée. Parfois, il suffit d'une personne qui écoute pour que tout ce qui semblait perdu retrouve enfin un chemin.